Et puis ensuite, Miassa fera une présentation de son livre, et puis ensuite on bavardera comme ça, de manière un peu informelle. Ça vous convient? Oui. Vaut mieux vous allez me dire, parce que, ou sinon on fait un soviet, mais là pour le coup on va risquer d'être peu nombreux. Donc pour commencer donc, sur l'aspect historique, pourquoi est-ce qu'on voulait commencer par ça? Parce que notre bulletin se présente, ce qui vous paraîtra peut-être de manière très immodeste, comme un bulletin marxiste. Et de ce point de vue-là, il nous semblait avoir quelque chose à dire sur le 8 mars, ou au moins quelques rappels historiques à faire, au regard de ce que c'est devenu aujourd'hui. Dans sa diversité d'ailleurs, parce qu'il se passe toutes sortes de choses. Il y a même des soirées où on se fait taper sur le museau par les CRS, ça c'était hier soir, c'était le before. Et puis il y a aujourd'hui la grande manifestation, les manifestations, etc. etc. Alors, moi ce matin j'écoutais la radio, vous allez dire que je suis masochiste parce que j'écoute RFI. Alors c'est intéressant parce que c'est la voix du Quai d'Orsay. Bon. Et alors c'était, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont la journaliste a présenté le 8 mars. Les manifs, donc le sujet c'était sur les manifs à venir, hein. Donc moi je ne vous parlerai pas de ça, hein, mais elle a dit en marge de la journée internationale des femmes auront lieu des manifestations. C'est-à-dire que le 8 mars, c'est pas les manifestations des femmes, le 8 mars c'est autre chose qui est en quelque sorte squatté par des manifs. Bon. Et elle avait raison. Sur un plan, je dirais, formel, dans le sens où le 8 mars, depuis 1977, c'est une journée mondiale de l'ONU. Donc c'est un marronnier de l'ONU. Dans leur grande bienveillance d'ailleurs, ces messieurs-dames, alors Lénine parlant de la Société des Nations, vous excusez, je suis un peu rétro dans mes références, il disait la taverne des brigands impérialistes. Je pense qu'on peut par extension inclure l'ONU dans cette... eux, ils décident. Un, qu'il faut faire une journée mondiale de la femme, et deux, de quoi on va parler chaque année, parce que chaque année, il y a un thème. Donc voilà. Donc il y a la journée mondiale de la femme, et en marge de ça, des machins, des manifestations, et notre modeste rencontre dédicace d'aujourd'hui. Alors, d'où ça vient en réalité, c'est pour ça que moi je suis un peu taquin, ça c'est par caractère, puis je suis un peu agacé aussi. D'où ça vient ce truc-là? Évidemment, ça vient du mouvement ouvrier socialiste, et de ce point de vue-là, mon propos est un peu de revendiquer cette journée-là, au moins sur un plan de la perspective historique, alors, si ce n'est de la récupération de ce qui existe réellement, ce dont je me garderai bien pour plein de raisons d'ailleurs. Alors d'où ça vient? Ça vient de grève. Ça vient de grève, principalement de grève aux États-Unis, et de grève des ouvrières de la confection. Ça se passe ça commence en 1908. Alors il y en avait déjà dès les années 1870, 80, etc. Mais celle dont on a des traces assez claires, parce qu'à l'époque il y a de la presse, etc. C'est une première grève en 1908 où il y a 15 000 ouvrières du textile à New York qui débrayent. Il se trouve que ça se passe un 8 mars d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent la journée de travail de 8 heures. Elles veulent la fin du travail des enfants et elles veulent le droit de vote des femmes. Voilà les trois revendications des ouvrières du textile. Et puis ça recommence l'année d'après, en 1909, toujours à New York, pas pour dire qu'il ne se passe rien dans le reste du monde. Je parle de choses qui sont très clairement documentées en relation avec notre sujet d'aujourd'hui. Il y a de janvier à mars 1909 une grève à New York de 20 000 ouvrières du textile. À nouveau. Donc c'est une grève qui est menée principalement par des femmes immigrées, ce qui veut dire qu'elle est menée par des femmes juives d'Europe de l'Est, principalement, et accessoirement par des femmes d'origine italienne. Et cette grève finit par être victorieuse, donc pour des grèves pour les conditions de travail qui étaient abominables, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, on parle des sweatshops, hein, voilà, ça a à voir avec ça. Les usines textiles à New York au début du XXe siècle. Et ce fait a été un peu occulté. La victoire, elle a été occultée. Par contre, le problème, il a été mis encore plus en exergue. Parce qu'au lendemain de la victoire, donc en mars 1909, il y a eu un incendie
je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, cet incendie dans un atelier en Inde où il y avait une mort, au Bangladesh, pardon, je dis des bêtises. Bon, il y a eu la même chose à New York dans un atelier de confection, dans un immeuble. Il y a eu 146 morts, donc 146 ouvrières qui sont mortes asphyxiées et brûlées vives, etc. Et donc tout ça a donné l'idée au mouvement socialiste de l'époque, qui était balbutiant, de faire quelque chose. De faire une initiative spécifique dédiée aux femmes et de la situer sur un plan international. Et donc il y a eu une conférence internationale en 1910 des femmes socialistes, à laquelle étaient présentes des représentantes de 17 pays, et sur proposition d'une Allemande qui s'appelait Clara Zetkin, la proposition de faire une journée internationale des femmes. Et donc à partir de ce moment-là, les femmes socialistes ont organisé une journée d'action chaque année. Alors, la date, par contre, était fluctuante, c'est-à-dire que c'était en gros entre mi-février et mi-mars, mais selon les années, ça pouvait varier. En 1914, à la veille de la guerre, c'est tombé le 8 mars, mais les autres années, c'était pas spécialement à ce moment-là. Et puis, en 1914, une autre initiative importante de la part de ces femmes socialistes, c'est le lancement en Russie d'un journal spécialement dédié aux femmes. Ce journal qui s'appelait L'Ouvrière, en russe Rabotnitsa, je ne garantis pas la prononciation, et l'idée était d'en préparer la parution pour le 8 mars. Alors, quelle était l'approche de ces femmes-là? Leur approche était sensiblement différente de ce qu'on appellerait une approche féministe au sens contemporain du terme, bien que là-dedans, il y a encore, comme chacun peut le voir, différentes tendances, différentes positions, parfois divergentes, voire contradictoires sur certains sujets. Pour ce faire, je me permets de vous faire une petite citation, j'en ferai deux, hein, puis ça va être court, vous voyez, mon papier il s'arrête. C'est de Nadezhda Krupskaya, dite l'Anguille, qui se trouvait être accessoirement la compagne de Lénine, mais qui était avant tout une militante socialiste pour l'émancipation des femmes et aussi une pédagogue. Et elle donnait un peu la ligne éditoriale de ce journal, L'Ouvrière. Et elle dit « Ce qui unit les femmes travailleuses et les hommes est plus fort que ce qui peut les diviser. Ils sont unis par leur commune absence de droit, leurs besoins communs, leur condition commune, qui est la lutte, et leur objectif commun. La solidarité entre les travailleurs femmes et hommes, leur activité commune, un objectif commun, une voie commune pour atteindre cet objectif, voilà la solution de la question femme parmi les travailleurs. » Voilà l'orientation qui était celle des femmes socialistes, les plus à gauche évidemment, dans cette époque-là. Alors, tout ça était dans des conditions terribles parce que une semaine avant l'apparition du numéro 1 de ce journal L'Ouvrière, en réalité le comité de rédaction était en tôle. Et finalement, c'est une femme qui s'appelait Anna Elizarova. Je donne son nom parce que ça va rester grâce à notre caméra pour la postérité. Voilà. Elle a finalisé la publication de ce journal toute seule. Alors, là où les choses prennent une autre dimension, c'est que en 1917, ça tombe le 8 mars. Ils ont décidé que cette année-là, ce serait le 8 mars. Et donc, en Russie, ça démarre par une grande initiative des femmes. Qu'est-ce qu'elles veulent? Du pain. C'est ça le mot d'ordre. Du pain et contre la guerre. Puisqu'on était en plein dans la guerre de 14. Et ces femmes, donc, elles se regroupent à Saint-Pétersbourg et elles déclenchent une grève, à nouveau, qui est suivie par 90 000 travailleurs, hommes et femmes, principalement femmes, compte tenu du secteur, à nouveau dans le secteur du textile. Cette grève va s'étendre, elle va déborder du cadre qui avait été fixé par ces femmes le 8 mars. À un moment donné, les soldats vont rejoindre les manifestants et finalement, le 15 mars 1917, le tsar de Russie abdique et il a été renversé par la révolution russe donc, de février 1917. Je dis février parce que c'est les
calendrier entre le calendrier géorgien et le nôtre sont décalés d'un mois à peu près. Voilà. Donc cette journée du 8 mars est directement le début de la révolution russe et du renversement du tsarisme en Russie. Alors le journal La Pravda, à l'époque, commente, illégal le journal, le premier jour de la révolution a été le jour des femmes, le jour de l'international des femmes travailleuses. Le moment venu, les femmes ont été les premières à prendre les rues de Saint-Pétersbourg. Alors, suite à ça, pendant quelques années, la Journée internationale des femmes n'aura toujours pas lieu le 8 mars. Elle aura lieu pendant plusieurs années le 5 février. Pourquoi ? Parce qu'en 1918, quelqu'un que vous connaissez, qui est une femme aussi, qui s'appelle Rosa Luxembourg, elle est assassinée au cours d'un soulèvement révolutionnaire en Allemagne. Assassinée par les corps francs qui étaient au service du gouvernement, j'aurai pas le plaisir de le dire à chaque fois, social-démocrate de l'époque, de messieurs Scheidemann et Nosk, et donc ils font assassiner Rosa Luxembourg par les corps francs. Et donc, on fête le 5 février, alors c'est pas l'anniversaire de sa mort, c'est son anniversaire à elle, c'est l'anniversaire de sa naissance. Et puis finalement, en 1922, dans une réunion de l'Internationale communiste, donc toutes ces femmes socialistes sont devenues communistes entre-temps, évidemment, enfin évidemment, pas forcément évidemment, enfin elles le sont devenues, un délégué bulgare dit « Et pourquoi, plutôt que de faire le 5 février, on ne ferait pas le 8 mars ?» Parce que quand même, le 8 mars, ça a été le début de la première révolution ouvrière victorieuse dans le monde. Et là, l'Internationale communiste décide d'adopter le 8 mars. Donc là, je vous fais ma deuxième citation, qui est de Clara Zetkin, dont je vous parlais tout à l'heure. Clara Zetkin, on la connaît un petit peu en France parce que on va fêter bientôt l'anniversaire de la naissance du Parti communiste en 1920, donc en fait, qui est le congrès du Parti socialiste qui a décidé de changer de nom. Et alors, il y a eu toute une histoire parce qu'elle est venue d'Allemagne. En plus, les Allemands, c'était les ennemis. Enfin, on sortait juste de la Première Guerre mondiale. Et elle se pointe et elle arrive clandestinement à Tours pour représenter la parole de l'Internationale communiste, pour convaincre les délégués de cesser d'être le Parti socialiste pour devenir le Parti communiste, etc. Donc c'est une grande figure de cette époque-là. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Vous verrez que c'est très intéressant la manière dont elle relie ça avec d'autres épisodes, y compris français. Elle dit, vous avez une très bonne idée. Le 8 mars est le jour où les femmes ont sonné le tocsin de la révolution russe en 1917. Les femmes se battront avec honneur et gloire dans les rangs du Front révolutionnaire uni. Leur journée internationale doit constituer une force armée prolétarienne forte contre les intrigants contre-révolutionnaires du pouvoir capitaliste et leurs prêcheurs politiques. Les femmes ramènent le roi et l'Assemblée nationale de Versailles à Paris le 5 et 6 octobre 1794, le cortège funèbre de la monarchie absolue et de l'État féodal et le cortège triomphal de la Révolution. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode de la Révolution française. Le 1er mars 1871, la Commune de Paris, les femmes empêchent le vol de l'artillerie des Parisiens par les gardes blancs de Thiers et donnent le signal de la Commune. Nos temps difficiles où la liberté et même la plus petite existence pour les prolétaires de tous les pays sont en jeu, notre grande période où la réaction mondiale et la révolution mondiale se préparent à un conflit armé, ne devrait trouver aucun sexe féminin insignifiant, aucune illusion et aucun cœur effrayant et faible. Préparons-nous au combat, allons-y sérieusement et sans crainte. Alors après, c'est un petit peu parti en vrille, parce que donc on a eu ce 8 mars. Le 8 mars, c'est ça. Et puis, on a eu d'autres phénomènes. On a eu le stalinisme qui a vidé de son contenu les conquêtes des femmes dans la législation soviétique, qui, dans des pays comme la France, a adopté des positions qui étaient tout à fait à contre-courant des positions féministes, qu'on pourrait appeler des positions familialistes. Et puis, le bloc de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, il en a fait une journée officielle. Voilà, donc c'était un jour férié, un peu comme... voilà. Et puis finalement, alors, d'un côté, le mouvement féministe s'en est emparé dans les années 70. Juste là, jusque dans les années 1970, il était complètement hors de ça. Et puis l'ONU a récupéré le tout, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc je conclus là-dessus. Notre idée, et pourquoi ce petit topo,
en toute modestie, c'est pour essayer de replacer, en tout cas de notre point de vue à nous, le 8 mars dans sa perspective historique. Alors maintenant, je voudrais dire un petit mot un peu qui a à voir avec l'Algérie. Alors, cet aspect internationaliste, c'est pour ça qu'on a choisi cette année de parler de l'Algérie à travers le débat avec Niassa autour de son ouvrage. Pour autant, c'est aussi un anniversaire un peu triste pour nous, parce qu'il y a 25 ans, on n'était pas réunis dans un débat, on était avec nos amis turcs de l'Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie dans la rue, parce que on s'indignait, on protestait en ce 8 mars contre l'assassinat le 15 février 1995 d'une amie chère à notre cœur algérienne qui s'appelait Nabila Djanine, qui était la présidente de l'association Cris de Femmes à Tizi Ouzou, qui était aussi une militante communiste révolutionnaire. Et voilà, il y a 25 ans où on était. Et donc, bon, j'ai évidemment, je pense qu'on a tous une pensée pour elle. Et d'un autre côté, pour en rester sur la question de l'Algérie, malheureusement, on peut constater que, alors évidemment, il y a quelque chose qui est derrière, pour l'instant, espérons que ça y reste d'ailleurs, parce qu'il y a des choses un peu inquiétantes, mais c'est cette guerre civile et les crimes des islamistes, entre autres. Pour autant, concernant le statut de la femme algérienne, je dirais que malheureusement, depuis les combats qui étaient menés il y a 25 ans par Nabila Djanine et d'autres camarades, dont beaucoup sont en exil aujourd'hui, les choses n'ont pas sensiblement évolué. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, j'enchaîne directement en interpellant Niassa sur pourquoi a-t-elle voulu écrire ce livre. Voilà, pourquoi. De toute façon, je te remercie d'avoir quand même fait ce petit topo historique, parce que c'est important de rappeler que le 8 mars, c'est pas une fête, parce qu'elle a été quand même récupérée, et on a l'impression qu'il faut offrir des chocolats, des fleurs aux femmes, et toutes ces friandises, voilà, bonne fête et tout ça. Donc ça fait, faut rappeler que c'est quand même tout un processus révolutionnaire qui est derrière, et qu'il faut rappeler aux femmes la nécessité de la lutte. Et pour qu'elles n'oublient pas. De toute façon, on ne peut pas oublier avec tout ce qui se passe et la condition actuelle des femmes, surtout dans le Sud, on ne peut pas oublier. Moi, pourquoi j'ai écrit ce livre? Ce livre, comme tous les premiers ouvrages en général, il y a un peu d'autobiographie dedans, parce qu'il faut bien décrire le terroir dans lequel, moi, personnellement, j'ai vécu. Et dans ce livre, j'ai voulu ramener à un niveau humain, mais que vous pouvez ressentir, que vous soyez algérienne ou pas, ce qui s'y passe réellement, que vous puissiez vous connecter avec la réalité des femmes sur place. Et surtout, c'est peut-être aussi un peu égoïste pour faire un petit peu une espèce de flashback en arrière, pour savoir notre évolution à nous, comment on a évolué entre-temps. Moi, j'ai écrit ce livre qui revient un petit peu sur les 30 dernières années de l'histoire de l'Algérie. C'est un ouvrage littéraire avant tout, mais qui a une dimension bien sûr très proche de la cause des femmes, puisque c'est des femmes qu'il s'agit. Et la situation des femmes en Algérie, on peut dire quand même qu'elle est assez catastrophique, puisque juridiquement, la femme algérienne est considérée comme mineure, et mineure à vie. Elle ne mérite pas les mêmes parts que l'homme, elle mérite la moitié. Il y a beaucoup de difficultés par rapport, en cas de divorce par exemple, elle ne peut pas avoir la garde de ses enfants si elle se remarie. Elle n'a pas l'assurance d'un toit si jamais il y a séparation. Enfin, il y a un tas de choses comme ça qui sont sur le plan juridique très violentes. On vient d'incriminer il n'y a pas longtemps la violence faite aux femmes, hein, donc c'est considéré comme un délit. Mais malheureusement, même ça, on a trouvé le moyen de l'assortir à une clause du pardon. Et quand on connaît les sociétés algériennes, vous avez la pression familiale. Parce que quand une femme revient chez ses parents parce que ça ne va pas avec son mari, elles reviennent souvent avec des enfants. Et évidemment, personne ne veut prendre en charge ses enfants. Donc on pratique une espèce de chantage sur elle, de pression pour qu'elle pardonne. Et résultat des courses, eh ben, cette loi ne sert à rien, puisqu'il y a l'impunité au bout.
ces hommes, on ne leur demande jamais des comptes. C'est-à-dire qu'ils peuvent tabasser leurs femmes comme ils veulent et les femmes sont assignées à revenir chez elles. Parce que ni la famille peut prendre en charge les enfants, ni la femme ne peut se prendre en charge elle-même. Donc il y a plein de... Ça c'est sur vraiment le plan juridique, il y a plein encore d'autres clauses abusives. Et moi je voulais rentrer dans les tréfonds de l'histoire. Pourquoi ma mère accepte? Pourquoi ma grand-mère ne s'est jamais révoltée? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se trame derrière? Où sont ces petites ficelles invisibles qu'il faut qu'on accepte? Qu'on intériorise cette soumission et qu'on l'accepte. Certaines la défendent. Parce qu'il y a aussi maintenant d'autres façons de contester la réalité de la condition de la femme par l'islam. L'islam est devenu, par miracle, la solution à tout. L'islam politique, l'islam féministe, enfin on le retrouve droit de l'homiste, il est devenu quand même un recours à tous les combats, ou un substitut à tous les combats, parce qu'on vit à une espèce de confrontation avec l'Occident, parce que l'Occident c'est devenu le diable. Donc on rejette tout. Même les luttes, même ce qui s'est passé, on ne veut plus faire ces lectures un petit peu dont on peut profiter, ne serait-ce que du point de vue de l'expérience, on rejette tout. Et voilà, ça c'est, on va faire un aller-retour un peu avec l'histoire. Donc c'est une femme dans mon livre qui revient dans son pays d'origine 30 ans après. Elle s'appelle Inès. Et évidemment, le premier lieu où elle va atterrir, c'est Oran. Parce que c'est sa ville d'origine. Et là, ce qu'elle va constater, c'est un peu l'héritage urbanistique. C'est drôle parce que vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais tous les gens qui ont connu l'Algérie, et puis qui y reviennent, la première chose qui va frapper, c'est la détérioration du paysage urbanistique. D'un côté, il y a la négligence totale du patrimoine même colonial, mais parce qu'on n'est pas quelque part encore arrivé à faire la distinction entre ce qui est, bon, j'ai poussé un peu civilisationnel, hein, parce qu'il y a un héritage culturel entre les deux pays, et ce qui est politique, ce qui est colonisation et ce qui est culture. Ça, je pense qu'on n'a pas encore fait le distinguo, on n'a pas réussi encore à séparer les deux. C'est pour ça qu'il y a encore un débat sur Camus. Il est à eux, il est à nous, on le défend pas, on casse sa maison, on la garde. Il y a beaucoup de choses autour de Camus qui sont d'ordre littéraire, mais ces choses-là aussi reflètent la difficulté que nous, on a en tant qu'Algériens encore à être en accord avec notre histoire. Qu'est-ce qu'on garde du passé et qu'est-ce qu'on rejette de ce passé? Ça, c'est une question qui n'est pas réglée. Donc, j'ai parlé un peu du côté urbanistique, de cette déchéance un petit peu du paysage urbain algérien, notamment du patrimoine. Je reviens sur Belabès, qui est une ville qui a été complètement construite par les Français, qui est à 80 km au sud d'Oran, où il y avait un conservatoire, un théâtre, des endroits pour faire du sport. Je pense même qu'à l'époque, elle était considérée comme, par rapport même à l'Hexagone, il y avait le plus grand nombre d'établissements scolaires par rapport à la France coloniale, c'est-à-dire en Algérie et dans l'Hexagone. C'est vraiment une ville moderne. Et dans cette ville-là, évidemment, moi j'ai appris à connaître son histoire, mais beaucoup plus tard. Quand je suis venue en France, quand j'ai commencé à prendre des distances et à lire beaucoup, j'ai su comment s'appelait le mec qui a construit le Grand Théâtre, qui est l'emblème, le monument emblème de la ville. C'est dire comme quoi on est très déconnecté de notre environnement, de notre histoire, et qu'on reçoit que la violence de l'histoire. C'est-à-dire la colonisation, ce qui nous a été fait. Bien sûr qu'il faut le souligner, il faut le dire. La colonisation, c'est quand même de l'exploitation, c'est de l'esclavage, il y a plein de choses horribles. Mais il s'est passé aussi des choses sur le plan humain, et il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors, ça ne plaît pas beaucoup toujours, parce que la France, quand on parle de la France, en Algérie, on parle encore de la colonisation. On n'arrive pas encore à séparer les deux. Si on dit du bien de la France, certains considèrent qu'on dit du bien de la colonisation. Il y a comme ça un rapport, voilà, pas ambigu, mais conflictuel, où il n'y a pas encore un regard net. Alors, ce qui fait que les auteurs qui écrivent dans la langue française sont des fois assimilés à presque des gens qui ont trahi le pays, parce qu'ils écrivent encore dans la langue de l'ancien colonisateur, parce qu'ils sont portés par des maisons d'édition françaises. Voilà, donc il y a toujours une suspicion de trahison qui entoure un petit peu la relation avec la francophonie ou bien l'écriture dans la langue française. Ce qui fait qu'on n'a pas encore réglé ce problème-là. Donc cette femme, elle revient, et puis c'est peut-être aussi des flashbacks de vivre comment
s'est fait cette soumission. On revient maintenant sur le plan humain, sur le plan de la femme. Et on s'aperçoit que pratiquement dans toutes les maisons en Algérie, quand on est jeune fille, il y a une petite valise sur l'armoire. Et dans cette valise, votre maman, toute votre vie, jusqu'à l'âge du mariage, on met les petits draps, les petites savonnettes, les petites étoffes, parce que vous êtes quelqu'un sur le départ. Vous n'êtes pas destiné à rester dans la maison, vous êtes destiné à partir. Et donc, votre mère, elle a la charge de vous former, de vous accompagner pour vous emmener à votre famille d'accueil. Et qu'est-ce qui se passe lors de cette formation quelque part? C'est là où se fait le travail de soumission. C'est votre tante, c'est votre mère, c'est toutes les femmes qui vous entourent, qui vont vous apprendre à faire le ménage. Et le ménage, c'est votre tâche à vous. Vous verrez tout de suite que votre frère ne se lavera jamais pour débarrasser la table. Vous êtes déjà au service des mâles de la maison, qu'ils soient déjà de relations filiales directes, et puis ceux même les cousins et tout ça qui viennent, ils ne font pas. Le ménage, tout ce qui est tâches ménagères, c'est pour les femmes. Donc il y a ça qui est quand même déjà dirige un petit peu votre fonction prochaine. C'est vraiment les tâches domestiques, elles sont très très importantes. Après, petit à petit, c'est votre frère qui prend le relais pour la question de votre corps. Le corps que vous, petit à petit, vous ne posséderez pas. Petit à petit, quand vous sortez de l'enfance, vous avez le droit de mettre votre petite robe, quand vous baissez votre petite queue, ça ne pose pas de problème. Mais petit à petit, on vous enseigne la pudeur. La pudeur, ça veut dire votre corps, c'est quelque chose de tentant. C'est quelque chose qui peut générer le déshonneur. C'est quelque chose qui peut affecter toute une famille. Donc, on va vous apprendre à le couvrir. Et cette tâche-là, c'est pas que votre famille qui va s'en occuper quelque part, c'est même votre voisin, c'est le monsieur que vous ne connaissez, voilà, ni d'Adam ni d'Ève dans la rue, qui va vous dire une expression qui revient souvent en Algérie quand on se balade avec une tenue plus ou moins, voilà, on a les bras à l'air ou quelque chose comme ça, sauter le hak. Va mettre quelque chose sur ton corps. Ça revient vraiment souvent. Maintenant, comme les filles se sont beaucoup voilées, maintenant c'est la tête. Il ne reste que la tête, alors donc on pousse les femmes à vraiment se couvrir la tête. C'est cet apprentissage de la dépossession du corps. Donc en première partie, c'est les tâches ménagères qu'on vous ancre. Parfois, il y a quelques années, c'était plus important que les études. De faire carrière. Malgré que le mouvement féministe, par exemple en Algérie, a fait beaucoup de choses, où l'une de ses réussites a été d'imposer l'école pour tous et toutes. Ce qui a peut-être sauvé un petit peu l'Algérie d'un sort à l'Afghan. Voilà. Donc il y a ça. Donc je reviens sur la dépossession du corps. Donc maintenant, petit à petit, les femmes ne possèdent plus leur corps. Elles savent qu'elles sont détentrices de l'honneur de la famille. Donc elles ne peuvent pas faire n'importe quoi avec ce corps. C'est là où la sexualité, par exemple, ça commence à devenir très problématique parce qu'on rentre dans des sociétés de frustration. Et toutes ces frustrations cumulées vont générer à long terme des pathologies psychiques, sociologiques. Voilà, c'est la rue qui devient franchement dangereuse pour les femmes. C'est la sexualité qui est exercée à l'intérieur des foyers, mais qui est malsaine. Peut-être qu'en Europe, on parle très facilement de l'inceste et de toutes ces choses-là. Chez nous, on n'en parle pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il existe plein de choses, de dérives et de violences qui s'exercent à l'intérieur des foyers. Ça, il y a un grand tabou autour de ça, parce qu'évidemment, dans une société musulmane, tout va bien, Allah est là, il veille à tout, donc on n'a aucune dérive. Franchement, si, il y a énormément de dérives. Donc j'écris un petit peu ce côté parce que je rentre un petit peu dans la polygamie. Parce qu'avant, il y a quelques années, même si la polygamie, si on la chiffre, c'est pas un gros nombre, c'est pas un grand pourcentage en Algérie. Ça reste pratiquement un privilège de riches parce qu'il faut avoir les moyens d'avoir deux femmes. Ça veut dire deux foyers, deux appartements, de subvenir aux deux besoins, que la femme travaille ou pas. Il faut vraiment être capable financièrement d'affronter ça. Donc c'est un privilège quelque part. Mais c'est un privilège qui a été petit à petit détourné. Parce qu'avant, les femmes peut-être vivaient dans le même
sous le même toit. On avait deux femmes qui vivaient, qui partageaient le même toit. Alors je ne vous dis pas la catastrophe parce que c'était la rivalité, c'était tous les gens qui ont connu cette expérience de la polygamie, ils peuvent vous raconter, c'est terrible. Et souvent les fratries issues de la polygamie ne se parlent plus, adultes. Il y a tant de rancœur, tant d'animosité qui se crée avec cette mise à concurrence dès le départ des femmes, que c'est vraiment répulsif quelque part. Et ça crée aussi des rapports de fratrie assez polémiques. Donc voilà, donc je parle moi de tout ça, je reviens sur cette société algérienne où on a accepté beaucoup de choses, on ne dénonce rien, on ne dit pas les choses comme elles se passent parce qu'on n'a pas l'habitude dans le monde arabe de faire des autocritiques. On n'a pas cette maturité encore de regarder les choses en face et de dire voilà, notre société a ses pathologies, a ses problèmes. Et bon, si, il y a maintenant quelques écrivains qui commencent à le faire, notamment même avec Emel Daoud et beaucoup d'autres, ou de manière plus nuancée, hein, soit c'est Djebar, mais il faut croire que nous sommes peut-être des populations qui ne lisent pas trop. Donc on n'est pas dans l'autocritique qui, elle, ramènera peut-être une forme d'amélioration des choses. Ou, voilà. Donc ça dénonce, je ne dis pas que je dénonce parce que j'ai quand même, je regarde ces choses-là, parce que vu de l'extérieur et surtout de l'Europe, on a toujours l'impression que c'est trop violent, mais c'est pas toujours, ça se passe pas toujours avec le bâton et la violence, hein, c'est des choses qui se passent de manière très horizontale, c'est chantage affectif, c'est pas aussi direct, hein, c'est une expression qui s'exerce parfois presque dans une douleur douce. Voilà, pour dire les choses, c'est pas toujours violent, c'est pas on prend un bâton et on vous oblige, mais bon, il y a des circonstances autour de vous qui vont vous pousser vers, vous allez faire plaisir à votre mère parce que votre mère, elle a sacrifié toute sa vie et elle va vous le répéter de toute façon tout le temps, qu'elle a sacrifié pour vous, qu'elle est là et qu'elle a tout supporté pour vous, donc il ne faut pas lui faire le mauvais coup de vous rebeller parce que ça va être vécu par elle et par tout son environnement comme une trahison, comme un échec par rapport à l'éducation qu'elle vous a donnée. Donc on est aussi dans des sociétés où les hommes sont libres sans l'être, parce que quelque part, c'est pas que la sexualité qui est incriminée chez nous, c'est même l'amour. Puisque les parents, parfois, interviennent encore, et de manière forte, dans le choix du partenaire, enfin du conjoint, carrément. Vous n'avez pas le droit de choisir la femme que vous voulez. Ou les histoires d'amour, en tout cas de mon temps, et mon temps n'est pas très éloigné, c'est encore les mères qui choisissaient pour leur garçon. Même si le garçon, il a fait des études, genre il est médecin, il est professeur en médecine, ingénieur, il rentre au pays après de longues études, et c'est maman qui va choisir la femme qui ira dans son lit. Donc ça aussi, il faut le souligner, que ça manque de liberté, qui impacte aussi indirectement les hommes. Bon, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épouser la femme qui fait plaisir à maman, parce qu'elle est destinée de toute façon à être une aide ménagère. C'est vrai que ça se passe comme ça. Elle sera affiliée, plutôt dirigée pour aider, là, bien sûr, pour la belle-mère. Donc elle l'a choisi selon ses critères à elle. Et des fois, il y a un décalage intellectuel entre des gens qui ont des grands diplômes, des diplômes niveau d'instruction très élevé, et des femmes qui sont qui ont fait des études, mais pas beaucoup. Un CAP ou un EF à l'époque, comme on disait, un brevet faisait l'affaire. Et après, bon, qu'est-ce qui se passe? La femme finit avec la belle-mère, on lui fait des enfants, et l'homme, il va convoler ailleurs grâce à la polygamie. Il va refaire sa vie d'homme épanoui avec une maîtresse, mais les maîtresses chez nous, elles sont halal, parce qu'on a ce qu'on appelle le mariage religieux qui s'appelle la Fatiha. La Fatiha rend la relation sexuelle valide. Et il y a eu de gros abus par rapport à ça, parce que les hommes, quand ils venaient de l'Est, des fois sous de fausses identités, ils épousaient des femmes, par exemple, qui étaient dans l'Ouest et tout ça, mais il n'y avait aucun papier officiel entre les deux, qu'une sourate, lue par un imam, voilà, deux témoins, peut-être deux compagnons de beuverie, ou ce qu'on veut, et ça fait un mariage. Ça se substitue à des relations sexuelles, en fait, mais qui sont valides. C'est ce que j'appelle une espèce de... Voilà, c'est un concubinage halal, estampillé halal. C'est comme ça que la société s'installe dans une hypocrisie et elle trouve des petits arrangements, des accommodements comme ça, qui font que la première qui va avoir sa situation impactée et détériorée, et bien évidemment, ça précarise les femmes. Parce qu'elles se retrouvent des fois même avec des enfants,
qui sont issues de ces mariages. Et le monsieur, ben, il s'en va. Et on se retrouve avec des femmes qui n'ont plus de situation, ni de sécurité, ni de droit. Parce que quand vous faites un mariage de religieux, vous n'avez le droit à rien, juridiquement. Le seul mariage reconnu en Algérie, c'est le mariage civil, hein, à la mairie. Même si c'est complètement accepté socialement la Fatiha, le mariage religieux, mais il ne débouche sur aucun droit. Voilà, donc ça il faut le rappeler parce que c'est les islamistes, on les voit défendre la polygamie, mais on ne les voit jamais défendre les droits des femmes. Voilà, donc je reviens là-dessus. Et puis petit à petit, on a un petit peu aussi... je vais un peu vers les mœurs qui ont commencé à changer. Parce que quand c'est une femme qui a quitté le pays depuis 30 ans, il s'est passé des choses entre-temps. Il s'est passé une décennie noire, donc ce qu'on appelle les années de braise. Hein. C'est les islamistes qui ont amorcé, enfin peut-être pas les seuls, il y avait aussi une espèce d'ambiguïté, mais enfin on sait que quand même c'est les islamistes qui ont appelé au crime, à la guerre, parce qu'il y a eu un processus électoral qui a été interrompu, et ce processus interrompu a débouché sur, voilà, sur une, je sais pas comment on appelle ça, une guerre civile. Voilà, une guerre civile qui a duré 10 ans, où il y a eu une violence inouïe qu'ont subi tous les Algériens, mais les femmes en premier lieu. Et qu'est-ce qui a amené cette guerre civile que les islamistes, au bout de 10 ans, ont perdu, mais ont fait perdre beaucoup d'années de paix et de progrès à l'Algérie? On a perdu l'Algérie d'avant. Et on est rentré dans une autre Algérie. C'est l'Algérie wahhabite. C'est-à-dire les mœurs ont changé. On n'est plus dans l'Algérie avec une religion, un islam paisible, qui acceptait aussi beaucoup, parce que moi je me souviens, mes cousines qui étaient par exemple filles d'imam, ne portaient pas le voile. C'était pas, il n'y avait pas de voile à l'époque, c'était quelque chose de tranché. Et on était, les féministes algériennes, c'est un mouvement, les féministes algériennes qui existe depuis 1947, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui s'est créé très vite et qui a défendu les droits des femmes, même si c'est passé sous silence, même si l'État a toujours contrôlé un petit peu le mouvement des femmes. Mais avant, on n'avait que le code de la famille, un code de la famille infâme, inique, injuste, tout ce qu'on veut, il n'y avait que ça. Maintenant, on se retrouve aussi avec tout ce que sont venus greffer les islamistes, comme nouvelle façon. Ne serait-ce, je cite le cas d'un deuil dans mon livre, ne serait-ce que la façon de faire son deuil a changé. Tout a changé, les mariages ont changé, la façon de s'habiller a changé. Ils ont apporté dans notre région, dans nos villes, un fonctionnement complètement différent de ce qui existait avant. C'est une Algérie wahhabite quelque part, avec comme ça, des consonances wahhabites un peu partout. Même la prière, même les relations des gens entre eux, tout s'est détérioré et tout est devenu, voilà, on est parti sur un système qu'on essaye de recombattre, donc on se retrouve en tant que féministe, en plus du code de la famille, se battre encore contre cette nouvelle invasion culturelle des mœurs, qui nous vient d'ailleurs, et qui, on le voit aussi ici en France, a apporté toute la symbolique, hein, ils sont toujours sur des débats, d'ailleurs jamais de fond, hein, c'est toujours des histoires de chiffons, c'est des histoires de bouffe, parce que les enfants vont manger, mais moi je pense que la France, il y a toujours eu des musulmans ici, et ça n'a jamais posé de problème. Et maintenant, du jour au lendemain, ça devient un problème pour les enfants de manger ça ou d'être mélangés avec d'autres pour aller à la piscine ou je ne sais quoi. Ça ramène un dispositif, une manière de vivre qui est basée sur des rituels qui ne sont ni de tradition maghrébine, ni dans les traditions des communautés musulmanes en dehors des pays arabes ou dits arabes. Donc voilà, on peut dire que l'Algérie, enfin les islamistes ont perdu la guerre militaire en Algérie, mais à côté de ça, ils ont gagné la guerre des mentalités.
Pardon? La guerre psychologique. Oui, mais même au-delà, hein, parce que les gens, ils ont vraiment changé et ils n'ont pas l'impression, ce qui est extraordinaire, d'avoir perdu leur culture ou leur façon d'être. C'est rentré tranquillement, gentiment, parce qu'ils ont eu des années à cause de la concorde, des lois de la concorde civile par Bouteflika. C'est des lois qui amnestient, qui pardonnent à tout le monde tous les crimes qui ont été commis. Il n'y a pas eu de jugement. Ce qui est catastrophique parce que à la fin, on n'a pas fait le point sur ce qui s'est passé, on n'a pas établi les responsabilités, c'est resté un petit flou qui a beaucoup profité aux islamistes et maintenant ils sont là de retour, on les voit bien dans la rue avec leurs signes. Voilà. Oui, parce qu'ils ils sont très actifs, politiquement et très bien organisés, évidemment. Bon, maintenant, évidemment, il y a le Hirak qui s'est invité. Alors, le Hirak, évidemment, c'est la grande bouffée d'oxygène parce qu'il a ressorti d'un coup tout ce qui a été étouffé est ressorti à la surface. Les femmes, déjà, et des femmes pas forcément barricadées, c'est des femmes libres qui parlent de droits des femmes de manière universelle. On a eu des artistes, l'explosion des artistes, et les gens qui écrivaient des petites pancartes, mais avec une imagination, un sens de l'humour, de la calembour, qui est vraiment extraordinaire. Donc tout ce que l'Algérie était étouffée, comme ça, elle n'en pouvait plus, boum, c'est sorti avec le Hirak. Bon, les gens, ça fait déjà un an, il a fêté déjà, c'est un an, comme les Gilets jaunes, et voilà, c'est un processus révolutionnaire, ça prend énormément de temps, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain parce que les batailles sont culturelles, sont religieuses, sociales, il y a plein de choses. Il a ouvert quelque part, le Hirak, un grand chantier, c'est le chantier de la place de la religion dans l'État algérien, c'est-à-dire faire en sorte que l'État n'est pas une religion, mais que l'État soit plutôt séparé, de la religion et l'État soient séparés. L'identité du pays, de quel bord, enfin établir les origines du pays, revenir à l'Algérie ancestrale, ne pas renier sa berbérité et tout cela, lui donner toute la place et la dimension qu'elle mérite, la place des femmes aussi, la langue, ou les langues, on peut parler en Algérie des langues, c'est pas la peine de les mettre à concurrence ou en opposition, l'Algérie a besoin de toutes ces langues-là, aussi bien du berbère évidemment, qu'il faut qu'il prenne le Tamzight toute sa place en Algérie. Il y a la langue arabe qui aussi, il faut que les Algériens aussi se souviennent, qui est une langue d'invasion aussi, mais qu'on a gardée. Et le français, c'est pareil, c'est une langue que les gens, concrètement, pratiquement, parlent dans la rue, elle existe, on ne peut pas l'enlever. Donc il faut aussi l'associer aussi au projet du pays, ne pas, par exemple, on sait que l'Algérie ne fait pas partie de la francophonie, c'est peut-être des décisions symboliques politiques, mais enfin, c'est le pays dans le Maghreb où il y a le plus grand nombre de gens qui parlent français, donc ça fait un petit peu bizarre. Et puis on a beaucoup d'écrivains ou de production artistique et tout ça qui est très dense et qui se fait dans la langue française. Donc je dis, moi, quelque part, qu'il ne faut pas mettre tout ça à concurrence, mais au contraire, il faut rassembler tout cela, faire en sorte que toutes ces identités, tout cet héritage, même qui est né de la douleur, soit accepté et digéré. On n'en est pas encore là, mais le chantier est ouvert. Et c'est déjà une très très bonne chose. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ici en France? Parce que moi je suis franco-algérienne, donc je reviens comme ça parce que j'ai la distance, avec mon livre, je dis voilà, je dis ce que j'ai vécu. Et je le dis aussi avec les yeux de quelqu'un qui s'est nourri d'expériences à l'extérieur du pays. Voilà. Chose que vous n'auriez pas pu forcément avoir ce regard si vous aviez écrit ce livre en étant en Algérie. Alors ça c'est la grande question, je ne sais pas. Parce qu'il y a des écrits, même en Algérie, il y a une femme qui s'appelle Ahlam Strami par exemple, qui est une grande écrivaine algérienne, mais qui écrit en langue arabe. Et elle écrit avec une plume très audacieuse, et elle raconte ce qui se passe dans le pays. Donc parfois, bon maintenant tu me diras, elle a vécu à Paris, puis à Beyrouth, ça fait quand même des pays ou de l'ouverture, qui permettent quand même d'avoir une espèce de distance par rapport à ses propres origines. Mais je ne sais pas, je pense que c'est possible. Ce qui nous manque, c'est la visibilité. C'est d'être visible. Parce qu'on est comme en France, quelque part aussi, dans la facilité. Les gens qui écrivent et qui écrivent des choses qui dérangent, on met de côté. C'est pas, non, c'est parce qu'on n'a pas envie vraiment de changer les choses. Cela étant, moi je vois les commentaires qui sont faits sur mon livre, ça intéresse, ça interpelle.
tout le monde me dit, mais votre famille, elle reçoit ça comment et tout ça. Bon, je précise que quand même, c'est un travail littéraire. Hein. Il y a de la fiction, il y a un peu de réalisme, mais c'est pas que des choses autobiographiques. Hein. J'ai un peu mélangé des vécus autour de moi pour dénoncer et dire qu'est-ce qui se passe dans notre société. Mais la première chose qui revient dans les critiques en Algérie, c'est brutal. C'est le livre Sentence. Oui, Sentence, parce que je suis d'accord. Pourquoi? Parce que bon, la femme, elle ne peut pas tout le temps être victime. À un moment donné aussi, il faut dire stop, on a déjà assez d'éléments pour pouvoir se rebeller. Donc oui, je fustige un petit peu les femmes aussi, parce qu'il se passe chez nous un phénomène qui se passe aussi en Afrique. Ça s'appelle la séniorité. C'est le privilège de la séniorité. C'est-à-dire des femmes qui atteignent un certain âge, et elles sont plus sexuées en fait. Et du coup, elles ont un pouvoir extraordinaire. Mais ce pouvoir, qu'est-ce qu'elles en font ces femmes-là? Elles vont perpétuer la tradition et les ancrages patriarcaux. Elle ne va pas changer les choses en faveur des femmes, bien au contraire, ils vont ancrer le patriarcat encore plus. Donc pour moi, c'est un privilège entre parenthèses qui empêche la révolution, empêche que les femmes se rebellent, parce que comme on a le respect qui est restauré à un moment donné, tant pis pour le prix à payer, eh ben on va être des gardiens de goulag et on va s'enfermer dans ce rôle-là. C'est ce qui se passe en Algérie et à mon avis dans beaucoup de sociétés conservatrices dites issues du monde arabe ou du monde dit arabe. Donc voilà, c'est un livre peut-être qui peut être reçu comme dur, mais la situation est dure. C'est quand même, ça répond, c'est une observation peut-être franche de ce qui arrive vraiment chez nous. On a du mal à accepter, on est toujours dans la littérature dithyrambique, quelquefois la littérature de cours, pour être fidèle au pays. Mais là, il faut dire les choses, il faut dire non, il y a un problème. Je vous écoute, je n'ai pas encore lu le livre, mais en fait, je sais pas, je pense que ça existe en France, on est dedans aussi. Enfin, moi, je vois ceux de ma génération, moi je suis issue de la première génération de l'immigration. Je vois au niveau de mes cousins et mes cousines, ils sont tous partis dans des mariages religieux, cette soumission. Ils sont quand même pas mal là-dedans aussi. Enfin, je trouve qu'il y a un retour de ça en fait aussi. Il y a un retour de ça. Je pense que ce qui empêche aussi je ne veux pas dire l'intégration, on appelle ça comme on veut, mais moi je pars du principe, mais c'est peut-être très particulier pour moi, parce que je parle de moi, mais quand on choisit un pays, on choisit un tas de choses avec. Il y a aussi peut-être eu l'immigration forcée, l'immigration ouvrière, l'immigration qui a fait que les gens étaient empêchés, les femmes, vous savez, elles ne participaient pas économiquement dans l'immigration, donc elles dépendaient forcément de leur mari. On va les choisir du pays justement parce qu'elles sont cylindrées pour la soumission. Et ces femmes-là, leur première mission, c'est de former leurs filles et même leurs garçons par ricochet. Il y a une extension pour rester dans la tradition. Des traditions, des fois, qui sont révolues dans les pays d'origine et qui se maintiennent ici en France. Parce que, bon, c'est un problème presque franco-français. Les pays anglo-saxons, eux, ils ont résolu le problème très très vite. Hein. Eux, ils ont dit, bon, les musulmans, faites votre chaléra, faites vos jugements entre vous, on ne veut rien savoir. C'est une espèce de condescendance insupportable de mon point de vue. Parce que les femmes sont les premières impactées. Pourquoi? Parce qu'on les prive des acquis et des droits. Quand vous vous faites battre, il y a une situation de violence domestique, vous allez voir l'imam, il va vous dire qu'il va prendre un verset, je suis désolée, mais dans les versets, oui, votre mari, il a le droit de vous battre. Donc vous allez faire avec, vous supportez, vous irez au paradis et tout ira bien. Il y a ça au Canada, c'est très combattu parce qu'ils sont très actifs au Canada, mais il y a aussi en Angleterre, où c'est vraiment des sociétés, on les met à part. Et cette mise à part, peut-être en France, on ne l'accepte pas, parce qu'il y a aussi quand même, malgré tout ce qu'on raconte, il y a quand même une acceptation en France de l'autre, il y a une culture universelle qui a des failles par moment, mais il faut aussi qu'il y ait de retour de l'autre côté. Maintenant, si on rentre dans ce sujet, on va rentrer dans un vaste sujet, parce qu'il y a l'immigration ouvrière qui était vraiment enfermée par ignorance,
parce que c'était vraiment la classe prolétaire, les prolétaires des prolétaires, par exemple maghrébins qui venaient en France et qui restaient vraiment dans les bidonvilles avec leurs épouses, machin, et qui retournaient au pays. La perspective, c'était le retour. Il n'y avait pas de projet de rester et de s'intégrer en France. Voilà, donc c'est après le, comment on appelle ça, le certificat pour le regroupement familial qui a un peu changé les choses et les gens ont commencé à se poser, à s'ancrer, à se projeter dans la société. Bon, après, il y a eu le problème des banlieues. C'est-à-dire que la ghettoisation des populations issues de l'immigration, on les a tous foutus dans le même endroit. Ça aussi, c'est un problème franco-français, qu'ils n'ont pas su non plus voilà, gérer, ils ont donné, voilà, associer et puis intégrer complètement et ne pas enclaver.